Beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on fait venir aussi les participants de la table ronde ou après? Ok, donc l'objet de cette table ronde est donc les collaborations entre l'industrie, les scientifiques et les pouvoirs publics pour une gestion durable de l'eau. Et donc j'appelle à cette table ronde Alexandre Chevrier, directeur d'Hydro Grand Est EDF. Je l'ai vu tout à l'heure, voilà. J'appelle aussi Laurent Kosmalski, directeur région Grand Est de Veolia. Oui, on peut les applaudir. Je les ai déjà fait travailler puisqu'on a préparé bien sûr cette table ronde. Gaëlle Schonner du port autonome de Strasbourg et qui est directrice de la stratégie et de la transition du port autonome de Strasbourg. Je précise pour ceux qui ne le savent pas que le port autonome de Strasbourg est le deuxième port fluvial français après Paris, bien sûr, et donc aussi un accès à la France, au fleuve le plus navigué d'Europe, le Rhin. Et Delphine Krieger, qui est directrice Grand Est du pôle de compétitivité Aquanova. Donc, je vais me permettre de faire une petite introduction générale pour introduire un petit peu les choses et ensuite je vous lance sur différentes questions que nous avons préparées, mais cela voilà, on garde quand même un espace de liberté pour la spontanéité, bien sûr. Alors, comme l'a présenté Mathias, finalement, toute activité industrielle s'inscrit dans un bassin versant, généralement dans une plaine alluviale, avec une nappe phréatique, avec un cours d'eau, etc. Et des écosystèmes qui ont besoin d'eau et qui nous rendent d'immenses services écosystémiques dont nous avons besoin. Je ne rentre pas dans le détail, je pense que vous connaissez tout ça parfaitement. Et ça soutient, bien sûr, cette question dont a parlé Mathias, de solutions fondées sur la nature. En d'autres termes, toute activité industrielle s'inscrit dans un socio-hydrosystème qui est rythmé, et comme tu l'as dit aussi Mathias, par le cycle de l'eau, qui est lui-même impacté bien sûr par le changement climatique, et les activités humaines visent à évidemment s'adapter à ces changements climatiques dans une perspective de sobriété. Il a été question de qualité de l'eau et elle est cruciale avec donc notamment avec Veolia, donc les activités humaines ont beaucoup pollué dans le passé, on le sait, les industries, les villes, l'agriculture, les industries ont fait d'immenses progrès et je crois qu'elles peuvent être exemplaires pour d'autres acteurs. Les villes ont fait aussi beaucoup de progrès, notamment avec des acteurs comme Veolia et l'agriculture. Bon, je crois qu'il y a encore une petite marge de progrès. Le Rhin, dont on va parler particulièrement aussi, est exemplaire à ce titre-là parce que la production de normes en termes de qualité d'eau, en termes de rejet industriel dans le Rhin, voilà, le Rhin a été exemplaire. Hein. Les directives européennes sur la qualité de l'eau ont été finalement déployées au départ sur le Rhin à partir de l'accident dramatique du 1er novembre 1986 de Sandoz, dont tout le monde a entendu parler. La question énergétique avec EDF est importante aussi, puisque, et d'autant plus importante depuis 2 ans avec le conflit Russie-Ukraine, bien sûr. Il s'agit évidemment de garantir la production en réduisant les impacts sur les milieux, voire en les restaurant, car nous avons besoin de ces milieux. Il nous faut aller plus vers la frugalité énergétique. Et donc, ça pose aussi des questions sur les trajectoires futures, hein, notamment avec... puisque, vous le savez, à l'échelle mondiale, on n'est pas sur des bonnes trajectoires au niveau de la frugalité énergétique. Et alors, autour de cette question quantitative vient aussi la question de la navigation, donc avec le port autonome de Strasbourg par exemple. Mais la navigation, c'est aussi un enjeu important puisque c'est un mode de transport de biens très peu émetteur en gaz à effet de serre. Et donc, vous pourrez nous parler aussi de comment les choses sont envisagées sur le Rhin par exemple, qui est un bon exemple. Alors, l'eau, c'est aussi, et Mathias l'a abordé un petit peu, mais je tiens quand même à le souligner, on ne va peut-être pas le développer non plus, mais tant que ça, mais c'est une question de santé. Il y a une dimension sanitaire, mais c'est ce que nous développons au niveau dans le monde académique, c'est l'approche One Health, santé globale, santé environnementale, quelque part, les enjeux de la santé humaine et de la santé des non-humains, des écosystèmes, nous sommes étroitement liés et il faut voir les choses de façon globale. Ça, c'est extrêmement important.
Au niveau réglementaire, quelques points quand même, c'est qu'en France, nous pouvons nous enorgueillir d'avoir des structures de gestion à l'échelle des bassins versants. Je veux parler, grâce à la loi sur l'eau de 1964, des agences de bassin qui sont maintenant les agences de l'eau, et avec, depuis la loi de 92 aussi, le fait que, voilà, l'article 1 de cette loi qui dit que les écosystèmes aquatiques et des zones humides font partie du patrimoine mondial de la nation, et c'est quand même quelque chose de très important qui a inspiré aussi, il faut quand même bien le dire, aussi la directive cadre sur l'eau de 2000 qui donne comme objectif le bon état écologique pour l'ensemble des masses d'eau. Au niveau national, si on revient au niveau national, c'est en 2023 le plan eau qui est quand même extrêmement intéressant avec l'objectif de réduire les prélèvements et les consommations de 10% d'ici 2023 avec en gros 53 mesures. Je ne veux pas évidemment rentrer dans le détail, mais aussi 50 industriels qui représentent 25% des consommations industrielles ont été identifiés avec un accompagnement spécifique grâce à l'ADEME. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose de très important, d'avoir une vision, d'avoir des objectifs et de mettre en place un accompagnement par l'État. Et ça, c'est quand même extrêmement important. La question, et Delphine Krieger pourra nous en parler, de cette question de reuse, de réutilisation de l'eau avec l'élément qui a catalysé la prise de conscience du risque de pénurie d'eau qui va augmenter avec le changement climatique. Je veux parler évidemment de la sécheresse de 2022. Voilà, un sujet donc extrêmement important. Alors, j'aimerais aussi souligner, bien sûr, aussi en termes de contexte comme ça, que les pouvoirs publics s'intéressent tous à cette question d'eau, mais avec une grande diversité d'approches. Entre l'État, bien sûr, je parle de mon ministère, mais aussi le ministère de la Transition écologique, l'ADRIAL, l'OFB, les agences de l'eau, l'ARS au niveau santé, Voies navigables de France, qui n'est pas présent ici, mais les régions, les départements, les Comcom, les syndicats de gestion des cours d'eau, qui sont donc des acteurs très très variés. J'en oublie encore certains, bien sûr, vous voyez, les ports autonomes, enfin les ports fluviaux, évidemment EDF. Il ne faut pas oublier non plus les associations ou des structures de gestion des espaces naturels sensibles, protégés, zones humides, etc., qui sont tous financés en fait par les moyens, par l'argent public. Et rappelons aussi que l'eau devient globalement un marqueur de plus en plus fort de l'action publique et évidemment, ce qui me semble extrêmement important par rapport à cette question-là, c'est, et Mathias l'a abordé aussi un petit peu, la démocratie autour de l'eau. Alors, quelle est la bonne combinaison entre les approches de démocratie représentative, délibérative et participative? Il y a des philosophes qui réfléchissent à ces questions-là et c'est extrêmement intéressant. Et je pense que c'est extrêmement important d'associer le plus grand nombre d'acteurs, mais selon les modalités à imaginer, selon et à développer, selon les bassins versants et selon les sites. Je ne vais pas revenir sur les effets du changement climatique, évidemment, ça a déjà été dit. En termes de collaboration, justement, entre industrie, pouvoir public et scientifique, il s'agit évidemment d'amplifier les synergies, les retours d'expérience, les collaborations, au mieux encore, et c'est ce qu'on essaie de développer de plus en plus dans le monde académique, des approches de co-construction, donc avec une philosophie de science de la durabilité, c'est-à-dire on part des enjeux et on construit des programmes de recherche qui répondent d'abord aux questions que se posent les acteurs socio-économiques, publics, privés, dont les industriels, tout en faisant de la bonne science. Alors juste un point, c'est que moi en tant que géographe, je suis géographe, c'est l'hétérogénéité d'échelle spatiale et temporelle. La combinaison d'échelles spatiales, c'est un peu en commun des géographes, mais c'est quand même là extrêmement marqué, puisque les espaces qui sont gérés par les collectivités sont évidemment fondamentalement différents, et les perspectives temporelles des pouvoirs publics sont finalement assez réduites souvent, c'est l'échelle d'un mandat, c'est quelques années. Bien sûr, ça n'empêche pas que des lois s'étalent et vont s'appliquer, sont amenées à s'appliquer sur des temporalités plus longues, mais quand même, souvent, quand on échange avec les politiques, c'est la temporalité d'un mandat, et donc c'est quand même une limite. Et là, je trouve, moi qui travaille depuis quelques années de plus en plus avec des industriels, des acteurs du privé, quel bonheur d'avoir en face de nous, dans
les cercles d'action, eh bien, des structures, notamment les industriels en particulier, hein, vraiment c'est remarquable, qui construisent des stratégies de gestion, d'adaptation au changement climatique, de gestion de l'eau durable, pluridécennales. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc là, le chercheur s'y retrouve très bien. Et évidemment, le chercheur a toute capacité. Enfin, là, il se sent très à l'aise, évidemment, de combiner les approches, les échelles à la fois temporelles et spatiales, et de travailler de façon, et ça, c'est aussi extrêmement important, de façon interdisciplinaire. Donc pas en silo, mais de façon interdisciplinaire, bien sûr. Ce qui n'empêche pas l'excellence disciplinaire et de travailler aussi avec des approches de sciences participatives pour associer le plus grand nombre d'acteurs. Voilà, je ne vais pas détailler non plus les choses en termes de recherche, etc., de type de levier financier. On pourra peut-être en parler un petit peu plus loin. Je vais commencer par une première question à mon voisin de gauche, EDF. Est-ce que vous pouvez nous présenter... La question de la production d'électricité sur le Rhin, vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est quand même sur le Rhin, avec 10 usines hydroélectriques, c'est quand même la production de l'équivalent de la consommation de 2/3 hein, de la consommation domestique en Alsace. Hein, c'est quand même pas rien. Donc, comment voyez-vous et quelles sont les solutions développées par EDF pour développer des liens, enfin, trouver des solutions durables pour la production d'électricité, tout en restaurant les milieux et en travaillant en synergie avec les pouvoirs publics et les scientifiques. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'actions en cours, d'actions envisagées et de perspectives? Oui, merci. Donc, Alexandre Chevrière, bonjour à toutes et à tous. Alors, peut-être un petit mot pour vous dire que EDF a 5 grandes régions hydrauliques en France. C'est 5 régions montagneuses, hein, puisque la force motrice sont là ou par le débit ou par l'altitude et idéalement un petit peu par les deux. Donc moi je suis en charge de la région Est, avec sur l'Est de la France, là j'enfonce une porte ouverte, 3 zones qui permettent d'allier débit et altitude, les Ardennes, les Vosges et le Rhin. Alors le Rhin, vous l'avez dit, pas une altitude très très importante, hein, puisqu'il y a quelques dizaines de mètres de différence entre l'altitude du Rhin quand il rentre à la frontière franco-suisse et au moment où il ressort, mais il y a un très gros débit. Donc, simplement vous dire que effectivement, nous sommes, enfin, l'activité d'EDF, l'activité de production hydroélectrique est intimement liée aux territoires dans lesquels on opère. Intimement liés parce que déjà ce sont des ouvrages qui sont dans l'environnement depuis longtemps, voire très longtemps. Hein, la première centrale sur le Rhin, si on zoome sur le Rhin, elle date d'avant la Deuxième Guerre mondiale, hein, la centrale de Kems en 1932. Et la dernière date, on a fêté les 50 ans la semaine dernière, donc vous voyez, on est là depuis quelques temps. On est également présent et on utilise l'eau dans sa forme naturelle. Alors quand j'y utilise, notamment sur le Rhin, on ne la prélève pas, hein, puisqu'on est en production fil de l'eau. Donc l'eau, alors je dis on ne la prélève pas pour produire de l'électricité, on la turbine. Par contre, c'est vrai que dans les missions qui nous sont confiées, depuis le début, puisque vous savez que le Rhin est un fleuve navigable internationalement, hein, et ça depuis très très longtemps. Donc, 1815, hein, je crois. Absolument, absolument. Et avec l'utilisation de la force motrice, on a également eu en charge la navigation libre et gratuite 24 heures sur 24. Et également, dans le cadre de nos missions, un certain nombre de choses sur l'irrigation, en tous les cas la gestion de droits d'eau. Donc effectivement, uniquement dans ce cadre-là, il y a un prélèvement qui est amené dans les plaines, notamment françaises, hein, côté français. Il existe la même chose côté allemand, mais côté français également. Avec là une partie de prélèvement plutôt dédiée à l'irrigation, à l'agriculture et un petit peu au milieu industriel. Alors, et également vous dire que quand je dis que l'activité est éminemment collective, elle est éminemment collective,
si on regarde les trois aspects qui portaient sur la question, dans un premier temps sur la dimension industrielle, premier élément que je mettrais vraiment en haut de pile, c'est la dimension sûreté. Sûreté pour les biens et les personnes. C'est notre première mission finalement, puisque sans ça, on ne peut pas exploiter d'ouvrage. La sécurité des biens et des personnes, c'est quelque chose de très très important. Et si je zoome sur le Rhin, objet de en partie de notre table ronde, on pourrait se dire, les barrages sont pas très hauts. Finalement, il y a quand même une zone de part et d'autre du Rhin qui est peu habitée. Donc, c'est pas un sujet très très important. Sauf que alors, ça date même d'avant 1815, mais le Rhin était historiquement un fleuve très tortueux, avec, il était complètement à l'état naturel, il était canalisé. Donc ça veut dire que le flux d'eau qui peut varier beaucoup, on nous annonce pour les 24 prochaines heures une petite crue de 3500 mètres cubes par seconde, quand le débit moyen est à 1000, mais elle ne va pas durer très longtemps. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à assurer la sécurité des biens des personnes pour tous les gens qui utilisent le fleuve, les navigants, mais également tous les industriels qui travaillent dans l'environnement immédiat du fleuve. Alors, au port de Strasbourg, mais également au port de Bâle, puisqu'on a aussi en charge la gestion de la côte dans le port de Bâle, puisqu'on est la première centrale en aval du port. Donc voilà, quelques enjeux importants avec les industriels, avec les pouvoirs publics. Nous avons des enjeux d'optimisation de la production, puisque nous produisons une énergie renouvelable, donc complètement décarbonée, et une énergie renouvelable qui est pilotable. C'est-à-dire que, et je n'oppose pas les énergies en disant ça, surtout pas, mais c'est vrai que par rapport à d'autres énergies renouvelables, le fleuve coulant tout le temps, on a une continuité d'alimentation qu'on peut moduler, puisqu'on sait faire un petit peu d'éclusée, et on sait quand il y a trop d'énergie, diminuer la puissance de nos centrales. Ça nous fait mal au cœur, parce que ça veut dire qu'on jette de l'eau. Dans le jargon hydraulicien, on jette de l'eau, on ouvre des vannes plutôt que de la turbiner. Donc l'optimisation au quotidien, mais également des choses un peu plus particulières. Là, je suis avec les pouvoirs publics, notamment dans le cadre de l'environnement, où on a fait à plusieurs reprises, et tout récemment de nouveau à Kems, quasiment à la frontière suisse, de la renaturation sur des bras historiques du Rhin qui avaient été asséchés par les travaux quand le Rhin a été canalisé dans les premiers temps par un ingénieur allemand qui s'appelait Tula. Donc voilà, on a renaturalisé des zones, par exemple là, une zone de 100 hectares à proximité de Kems. Et puis enfin, encore plus anecdotique, quoique, on parlait de changement climatique, de réchauffement et d'incendie, ce n'est pas le cas sur le Rhin, parce qu'il y a quand même des bateaux qui circulent, mais on travaille avec les pouvoirs publics, notamment sur des retenues d'eau dans les Vosges ou dans les Ardennes, pour pouvoir, d'ici les prochaines années, faire atterrir des canadaires pour qu'ils puissent se charger en eau et éteindre des incendies, puisque, de nouveau, sous l'axe changement climatique, il y a eu à l'été 2022 des feux de forêt dans les Vosges. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Dans le bassin de la Moselotte. Alors j'ai quand même une petite question quand même, parce que moi je connais un petit peu le Rhin. Et comment vous allez gérer les choses par rapport à la navigation justement? Parce que si vous voulez faire amérir des canadaires, comment vous allez gérer les choses donc, avec le passage des bateaux? Alors je ne le disais pas sur le Rhin. En tous les cas, pas encore pour l'instant. Pardon, excusez-moi. Compliqué. Déjà gérer la navigation, c'est pas facile. Sur les lacs vosgiens. Oui, absolument. Donc pierre percée. J'avais entendu. Et puis, notamment sur une grosse retenue d'eau dans les Ardennes, qui est le bassin supérieur d'une usine. Oui, là, il n'y a pas d'enjeu de navigation, en effet. Où il y a beaucoup moins de navigation. Okay. Pour continuer sur cette question de renaturation, etc., est-ce que vous allez travailler sur d'autres sujets? Vous avez prévu de travailler sur d'autres sujets? Donc le sujet le secteur de Kems, je le connais aussi un petit peu. Donc ça, vous avez fait beaucoup de choses. Est-ce que vous allez travailler aussi sur d'autres compartiments plus en aval, par exemple, et qui peuvent être inspirants pour d'autres sites industriels à proximité de cours d'eau? Alors,
Plus en aval, on est plutôt sur des sujets de sûreté et de sécurité. Je le disais, bon, le Rhin est un fleuve franco-allemand, bien sûr, et à ce titre-là, en termes de sûreté, on travaille beaucoup avec nos voisins allemands sur la capacité, et ça va dans la veine du changement climatique, la capacité à retenir de l'eau en créant des polders. Donc on est plutôt, alors qui peuvent aussi servir à réhumidifier des zones, mais l'idée est là plutôt de stocker de l'eau, puisque en aval, une fois que le Rhin quitte sa zone franco-allemande, il rentre dans des zones où le risque d'inondation est beaucoup plus important. Donc on nous demande aussi de savoir retenir de l'eau quand le débit passe une certaine valeur, et on en profite pour réhumidifier des zones qui avaient été asséchées. Vous travaillez aussi avec des chercheurs sur cette question-là ? Oui, alors là c'est vraiment pour s'adapter aux événements hydrologiques extrêmes. Et effectivement, alors bon, c'est ou sur de la crue extrême, où là on travaille au-delà de du dimensionnement de nos ouvrages, qui sont dimensionnés pour une crue millénale. Mais avec les évolutions qu'on connaît, on se dit que ça vaut le coup de réfléchir à des crues plus importantes. Donc, on travaille à ce titre-là avec nos amis allemands, universitaires ou français, universitaires également. Et on réalise cette fois-ci plutôt à l'interne ce qu'on appelle des études de danger pour simuler ce qui peut se passer quand on va sur des crues très très importantes. On a d'ailleurs fait en début de cette année un exercice sur la partie Vieux-Rhin, donc en parallèle du Grand Canal d'Alsace, des essais de lâcher d'eau en positionnant des mannequins le long du fleuve, mannequins lestés, qui représentent complètement le poids d'un être humain, pour voir le comportement du fleuve quand on est sur des débits très importants. Et peut-être se dire aussi que sur le phénomène inverse, donc le phénomène de sécheresse, là on travaille également avec un certain nombre d'universitaires. Alors dans le cadre de la chaire eau et durabilité, bien évidemment, le groupe EDF, et Mathias en parlait tout à l'heure, est intégré. Également au sein de la R&D d'EDF, parce qu'on se rend compte que, et le Rhin en est un bon exemple, tous les cours d'eau ne réagissent pas de la même manière au changement climatique. Et si je zoome sur le Rhin par exemple, on se rend compte qu'on passe d'un fonctionnement nival, c'est-à-dire d'un fleuve qui est très très dépendant de la neige qui est stockée dans les Alpes, à un fonctionnement beaucoup plus dépendant des chutes d'eau, et avec là un comportement au cours de l'année qui est complètement différent. Donc on constate une légère baisse sur le temps long des débits moyens, mais surtout une répartition de l'eau sur l'année qui est complètement différente et qui nous demande de nous adapter, notamment sur notre maintenance. D'accord, donc toujours merci pour cette question de débit, de gestion quantitative, et notamment par rapport aux bases eaux. Donc je me tourne vers Gaël Schoner. Pour la navigabilité, alors comment gérez-vous actuellement et quelles sont vos perspectives de travail sur des solutions pour garantir la navigabilité du fleuve au cours des prochaines décennies, etc., jusqu'à la fin du XXIe siècle, sachant que, moi qui connais un petit peu, l'hydrologie du Rhin est quand même plutôt favorable à la navigation. C'est un régime quand même assez pondéré, tout simplement parce que finalement 60% du bassin versant à l'amont de Bâle est contrôlé par des lacs naturels qui ont d'ailleurs été amplifiés par des barrages anthropiques aussi. Donc on est quand même on est dans un contexte géographique quand même plutôt assez favorable. Mais comme vous l'avez dit, en effet, le régime est en train d'évoluer, on le sent déjà. Et voilà, donc quelles sont vos perspectives de travail et comment travaillez-vous cette question qui a été quand même un petit peu, il y a eu un focus sur cette question de navigation lors de l'étiage en 2018, qui a été particulièrement long. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc en fait, nous, on a deux pistes de travail. Il y en a une sur laquelle on peut travailler avec les transporteurs, à savoir travailler sur une adaptation de la batellerie pour permettre la navigation des bateaux, même en période de basse eau. Il y a déjà des modèles expérimentaux qui existent. Et donc là, très clairement, c'est un travail à approfondir, mais on est dans les réponses en adaptation. Ça ne résout pas la question de fond,
qui a été abordé tout à l'heure. Et le deuxième axe qui nous intéresse particulièrement, ce n'est pas un travail qui peut être porté directement par le port, mais auquel souhaite fortement contribuer le port, à savoir le travail qui peut être conduit à l'échelle du bassin versant, en intégrant à la fois les territoires français et allemands, et puis au-delà, sur la perméabilité des sols, la qualité des sols, la question de l'incidence de l'air sur les sols et la ressource en eau sur les zones primaires, effectivement, qui ont été évoquées tout à l'heure en tête de bassin, de manière à mettre en œuvre des mesures d'aménagement dans le cadre des projets d'aménagement qui permettent de répondre à ces enjeux-là, plutôt que de chercher à faire des études d'impact, j'allais dire à l'échelle de la parcelle, où finalement on met en œuvre une mesure qui est réglementaire, mais qui ne répond pas forcément finalement aux besoins de réparation de la trame eau à l'échelle idoine. Et donc on souhaiterait qu'il y ait un travail de conduit sur la trame hydraulique à l'échelle du sous-bassin et du bassin, de manière à ce que les préconisations qui soient faites en termes d'aménagement à l'échelle de port, du port de Strasbourg, qui s'étend sur 100 km du Rhin quand même, avec 3 sites et 1400 hectares, de manière à ce que les mesures qu'on mette en place dans le cadre des aménagements permettent de contribuer à cet effort finalement de bassin. Donc là, on est très intéressé par les travaux qui pourraient être conduits par les universitaires, l'agence de l'eau, l'Adréal et les différents services avec EDF et les différents acteurs, bien évidemment. Donc ça renvoie notamment à des questions qui sont travaillées dans le cadre de la Commission internationale de protection du Rhin et en particulièrement le sous-groupe, la Commission hydrologique du Rhin, en effet. Et ça renvoie à la nécessité de travailler pas que sur l'axe fluvial, mais sur l'ensemble du bassin versant. Et en effet, ça c'est quand même extrêmement important de favoriser l'infiltration, de réinonder là où on peut, mais finalement pas que le long du Rhin lui-même, mais aussi d'inclure les affluents le plus possible, jusqu'aux têtes de bassin dont il a été question tout à l'heure. Alors maintenant, la question de qualité d'eau, elle est importante et les deux sont liés. Moi, je dis toujours que, oui, quand on réinonde des secteurs de forêt alluviale ou de prairies, on va recharger la nappe en eau de bonne qualité. Donc cette question qualitative, elle est fondamentalement liée à la question quantitative. Donc maintenant, du coup, je me tourne vers M. Kosmalski, Veolia. Cette question de qualité d'eau devient un sujet croissant qui interpelle en très grand nombre. Ça a été dit tout à l'heure par M. Sousouna. D'une part parce que effectivement les étiages vont être de plus en plus marqués et donc la dilution des polluants, il y a toujours des rejets de polluants hélas, même s'il faut agir aux sources bien sûr, mais il y a moins de dilution. D'autre part, en effet, on trouve de plus en plus de nouveaux polluants, les PFAS, les médicaments, les micropolluants divers et variés, les métabolites aussi, les pesticides et les métabolites des pesticides. Et puis finalement, on est quand même assez démunis, même dans la communauté scientifique, autour de la question des risques à long terme sur les effets cocktails. Moi, quand je travaille avec des écotoxicologues, des chimistes, etc., c'est toujours un sujet quand même un peu délicat. Et avec des médecins et des cancérologues, etc. Donc, quelle est la stratégie ou quelles sont les stratégies de Veolia pour trouver de nouvelles solutions le plus durables possible sur cette question de qualité d'eau ? Alors bonjour à tous. Effectivement, comme vous l'avez souligné, aujourd'hui, de toute façon, les nouvelles directives européennes nous engagent dans une recherche, je dirais aujourd'hui, effrénée et sans fin des micropolluants qui sont dans les ressources en eau aujourd'hui, qui sont utilisés pour produire de l'eau potable. Et depuis quelques années, donc Veolia, donc c'est une entreprise qui s'est engagée dans la recherche de ces micropolluants aux côtés des agences régionales de santé. Et c'est malheureusement, bien sans surprise, que je dirais, de nombreuses traces de polluants ont été retrouvées dans les ressources en eau et parfois dans des concentrations supérieures aux normes de qualité qui ont elles-mêmes été définies par les instances européennes et ensuite retranscrites en droit français. Donc il y a les métabolites de pesticides, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, donc ce dérivé des molécules filles issues finalement des épandages sur l'activité agricole.
Et puis, plus récemment, vous avez également entendu parler des polluants dits éternels, mais même s'ils ne le sont pas vraiment, en tout cas, c'est des polluants qui ont des durées de vie très longues, qu'on appelle les PFAS. Voilà. Donc tout ça, c'est très récemment en fait, qu'on les recherche et qu'on les détecte malheureusement dans les ressources en eau. Si on prend le cas des métabolites de pesticides, sans surprise, on les retrouve massivement à proximité des zones de grandes cultures et généralement en plaine. Si on prend un exemple de la région Grand Est, je citerai par exemple deux zones. L'Alsace est une région qui est concernée par la présence de métabolites, mais également, par exemple, prenez la Marne en France, qui est également très touchée par des dépassements de qualité. Alors, il s'avère qu'aujourd'hui, le législateur français est un peu joueur, puisqu'il nous demande de trouver et de rechercher ces molécules. Eh bien, lorsqu'il y a des dépassements de qualité, elles sont ensuite déclassées de telle manière à ce que ça n'impacte pas en fait, le caractère potable de l'eau qu'on distribue. Mais néanmoins, si on fait un constat, qu'on prend un point de recul, il faut prendre conscience que l'eau, en tout cas les ressources en eau dont on dispose aujourd'hui pour produire de l'eau potable, est une masse d'eau qui est durablement contaminée. Ça, c'est un fait. Alors moi, je ne vais pas m'épancher sur finalement l'efficacité des mesures qui ont été prises au cours des dernières décennies pour protéger les ressources en eau, mais plutôt vous expliquer quel est finalement aujourd'hui, quel apport peut avoir une entreprise comme Veolia par rapport à cette problématique. Je dirais que c'est une problématique finalement de santé, de qualité sanitaire de l'eau, puisque on est dans un pays qui, pendant longtemps, a pu se vanter d'avoir une eau du robinet qui était dite potable. Alors cette potabilité, elle est assise sur des normes. Quand on est en dessous des normes, l'eau est dite potable, et quand on les dépasse, ces normes, eh bien l'eau n'est plus potable. Mais comme vous l'avez dit, il y a finalement cette problématique aujourd'hui d'avoir connaissance d'un certain nombre de substances qui se trouvent dans la ressource et de devoir demain apporter des solutions pour garantir à la population une garantie sanitaire en fait, de l'eau qui lui est distribuée, parce que c'est un produit alimentaire. Et les solutions, elles existent. Ces solutions qui sont des solutions de traitement, des solutions technologiques qui sont mises en œuvre pour rétablir cette conformité. Aujourd'hui, c'est, quand vous avez une problématique de non-conformité, la seule solution qui existe, parce que reconquérir la qualité de l'eau, notamment quand vous avez par exemple des traces de PFAS dans la ressource, il faut s'imaginer que ça va prendre peut-être des milliers d'années, c'est ça le constat, et que déployer des solutions, mais ça soulève des problématiques d'acceptabilité, déjà de mise en œuvre, parce que les solutions que l'on doit déployer sont des solutions très complexes. J'insiste vraiment sur la complexité de ces solutions à mettre en œuvre, et qu'elles génèrent une problématique d'acceptabilité, parce que pour garantir une qualité sanitaire de l'eau aujourd'hui, il faut prendre en considération que cela peut avoir un impact sur le coût des services ensuite qui sont fournis par les collectivités. Je rappelle que les services d'eau, c'est une compétence aujourd'hui en France des collectivités, et que c'est aux collectivités de garantir ce service et normalement de garantir la potabilité de l'eau. Et donc j'insiste en fait sur les difficultés croissantes qui vont se manifester dans les années futures pour rester dans ce modèle d'un service d'eau potable dans un pays comme le nôtre. Merci. Et maintenant, je me tourne vers Delphine Krieger, donc directrice Grand Est du pôle de compétitivité Aquanova. Moi, j'ai deux grandes questions, mais une première question. Vous êtes vraiment la structure qui est là particulièrement pour stimuler, pour booster l'innovation sur ces questions de gestion durable de l'eau avec un grand nombre d'acteurs. Donc clairement, comment vous vous y prenez avec un nombre d'acteurs aussi important et comment vous arrivez à développer actuellement et dans le futur, quelles sont vos perspectives de synergie entre ces différentes catégories d'acteurs? Oui, effectivement, bonjour à tous. Donc, je suis la directrice générale déléguée du pôle de compétitivité Aquanova. Donc, juste pour la petite histoire, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les pôles de compétitivité, c'est un pôle qui a été récemment labellisé par l'État suite à la fusion entre le pôle qui était sur l'Est de la France et celui qui était en Centre-Val de Loire. Et donc, aujourd'hui, effectivement, nous couvrons l'ensemble de la France septentrionale. Donc, on va de Brest à Strasbourg. Et on a un réseau d'environ 300 à 320 adhérents. Et donc, ça, c'est une première partie
partie de votre réponse. En fait, effectivement, les pôles de compétitivité, leur mission, c'est d'accompagner les entreprises françaises afin qu'elles soient beaucoup plus compétitives ou qu'elles restent compétitives en les sollicitant et en les poussant à faire de l'innovation pour améliorer leurs produits. Donc ça, c'est la partie de base. Donc nous, on anime un réseau, on anime des réseaux. Le premier étant celui de nos adhérents et d'autres réseaux parallèles comme peuvent l'être, par exemple, la Fédération thermale du Grand Est ou d'autres réseaux avec lesquels on contribue. Notre rôle ici est vraiment un rôle de facilitateur, d'entremetteur même, je dirais, par rapport à des publics qui ne sont pas forcément naturellement attirés les uns vers les autres, mais qui se doivent de travailler pour faire ce qu'on appelle en innovation de la fertilisation croisée, c'est-à-dire confronter des idées sur une problématique commune et faire en sorte qu'on trouve des solutions. Et nous, nos solutions sont censées, le travail qu'on fait d'accompagnement de projets, permet finalement de trouver des solutions qui sont soit applicables, soit commercialisables. Et c'est un petit peu le rôle du pôle. Donc on a plusieurs manières de contribuer. D'abord, on est en collaboration avec à la fois les institutionnels. Donc on travaille effectivement avec notre ministère de tutelle, qui est le ministère de la Transition écologique et la DGE. On travaille aussi avec les régions historiques, en contribuant à la structuration de leur stratégie sur les sujets de l'eau et de l'environnement. Parce que le pôle aujourd'hui se positionne vraiment comme un acteur qui contribue au changement, à l'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur le sujet de l'eau, on en a tous parlé, hein, les sols, la biodiversité, tout ça, ce sont des sujets en fait qui sont liés à l'eau et donc on se doit, nous, d'être conscients et acteurs sur l'ensemble de ces domaines-là. Ensuite, on travaille directement aussi avec les collectivités. Par exemple, l'Eurométropole de Strasbourg, on travaille avec eux, on les accompagne sur le développement, par exemple, de projets tels que le démonstrateur Ville Durable, Citadelle, pour les conseiller à la fois sur les solutions qui sont disponibles, les solutions innovantes, donc sur la base de notre réseau, mais aussi sur la base d'une veille qu'on fait de manière systématique, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. On les accompagne aussi, par exemple, pour faire les jurys, quand il y a des appels d'offres, pour être capable d'amener la connaissance technique des solutions et on les accompagne sur les suivis de projets pour être capable aussi de voir quelle est la capacité d'implémentation de certaines de ces solutions-là qu'on pourra par la suite déployer. Il y a aussi, alors ça c'est l'accompagnement de projet, hein, et l'accompagnement de projet, si c'est une collectivité, il y a une approche avec les collectivités, il faut comprendre comment fonctionnent les collectivités. Par exemple, le fait que dans certains appels d'offres, on puisse intégrer une clause innovation, c'est important de le savoir parce qu'à ce moment-là, on peut mettre dans la boucle un certain nombre de start-up ou d'entreprises qui ne répondent pas forcément systématiquement aux critères d'éligibilité pour certains appels d'offres. Et sinon, on peut aussi accompagner des grands groupes, comme on peut le faire des fois quand on collabore avec Veolia ou d'autres grands groupes par rapport à une réflexion sur des solutions, sur des problématiques qu'ils rencontrent. Et donc ça, on peut aller à la fois sur l'idéation, mais on va aussi les accompagner sur le montage du projet. Parce que pour certaines entreprises, ils ont à l'interne des équipes, mais pour d'autres, ce n'est pas le cas. Donc, on a une équipe d'une vingtaine de personnes avec des profils assez variés, mais clairement un cœur de profils qui sont sur l'ingénierie de l'environnement, des métiers de l'eau. Et donc, on a la capacité d'accompagner au montage des projets, d'accompagner à la relecture critique de certains projets, et surtout de les accompagner sur les dispositifs de financement du projet. Parce que là encore, c'est un des enjeux quand on monte un projet, c'est d'être capable de le financer. Et donc le pôle, en général, a connaissance de la majorité des dispositifs, aussi bien au niveau national, régional, local, mais aussi européen ou international. Et on accompagne les entreprises pour ce genre de financement. Et enfin, pour terminer, pour vraiment stimuler l'innovation, depuis l'année 2023, on a lancé une initiative qui n'est pas neuve, celle des hackathons, sauf qu'en fait, on a lancé un hackathon qui est spécifique au sujet de l'eau, l'aquathon. Et cet hackathon a pour spécificité de favoriser la fertilisation croisée entre différents domaines et différentes entreprises. Donc on met en parallèle à la fois des académiques, des étudiants et des entreprises qui vont venir présenter leurs problématiques et on propose aux étudiants venant de toute origine de collaborer avec ces entreprises pour réfléchir à des solutions. Et ce que je dis est important parce qu'en fait notre hackathon de 2023, on a remarqué que sur l'ensemble des étudiants qui ont contribué
participé au hackathon, il n'y en avait que 10% qui venaient du domaine de l'eau. Et les autres étudiants venaient du domaine de la finance, du domaine du marketing, du domaine du développement logiciel, du domaine juridique. Parce qu'en fait, l'objectif de notre hackathon, c'est bien de travailler sur des solutions qui seront ou qui auront le potentiel d'être commercialisées une fois qu'ils auront suivi le processus d'innovation. Alors ça montre bien que l'eau est vraiment transversale à toute activité, c'est fondamental. Et donc du coup, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples particuliers de recherche-innovation, de recherche-action, et puis de synergie entre acteurs industriels sur des sites spécifiques, sur cette question de reuse, de réutilisation de l'eau pendant les sécheresses, voilà. Parce que, et peut-être nous faire un petit peu un point sur l'évolution récente de la réglementation, parce qu'après la sécheresse quand même qui a marqué les esprits de 2022, il y a eu une accélération qui était assez incroyable, quoi, parce que d'habitude la réglementation met du temps à se mettre en place. Là, il y a eu vraiment une prise de conscience. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples qui peuvent être inspirants pour les participants ? Alors, je vais faire de mon mieux. Alors, déjà, ce qui est important, je vais juste une petite définition. Réuse, réutilisation des eaux usées. Réutilisation des eaux traitées. D'accord ? Donc, ce sont deux niveaux d'eau non conventionnels, comme on dit, mais qui ne sont pas forcément issus de la même source. Donc, ça, c'est assez important. Et pour remettre un petit peu un panorama, ce qu'il faut savoir, si on prend des exemples à l'international, cette réutilisation, notamment dans l'industrie, parce qu'aujourd'hui, on parle bien de l'industrie, et ce qui est important de comprendre, c'est qu'en France, l'industrie, c'est à peu près 8% des prélèvements de l'ensemble des prélèvements français au niveau national et annuel. Donc, c'est quand même important. C'est 1,8 milliard de mètres cubes d'eau par an. Donc, il y a quand même un impact significatif si on travaille sur cet aspect-là. Et donc, le fait d'avoir de la possibilité de faire de la réutilisation des eaux usées ou traitées, c'est vraiment un effet levier significatif aujourd'hui bien identifié pour limiter le prélèvement que peuvent avoir les industriels sur la ressource en eau. Et donc, si on compare, aujourd'hui, les statistiques disent qu'en